Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. L'Afrique veut une meilleure représentation au Conseil de sécurité de l'ONU. L'Afrique qui représente 28% des 193 membres de l'ONU, 17% de la population mondiale et plus de 40% des soldats de la paix. Lors de la 79e session de l'Assemblée générale de l'ONU, les dirigeants africains ont insisté sur la réforme du Conseil de sécurité, la réforme du système financier international et le changement climatique. Quelle est la place du continent africain dans l'échiquier géopolitique mondial? Quel est son poids économique? Quel rôle doit-il jouer au sein du Conseil de sécurité? Quelles opportunités ouvre l'élargissement et le rééquilibrage du Conseil de sécurité en faveur du Sud? Donc avec nous pour en parler ce soir, Monsieur Henri Désiré Nzouzé. Donc, vous y étiez à cette Assemblée générale de l'ONU, cette 79e Assemblée générale. Vous en revenez d'ailleurs. Vous êtes analyste géopolitique et producteur du JT diplomatique. Merci d'être avec nous ce soir. Merci de m'accueillir. C'est un plaisir de vous avoir. Alors, à l'Assemblée générale de l'ONU, les pays africains ont plaidé pour une réforme du Conseil de sécurité et de l'architecture financière international. Pour y parvenir, par quoi faut-il tout d'abord commencer? D'abord, ce n'est pas tout à fait nouveau. C'est quelque chose, c'est un plaidoyer qui est porté depuis déjà pas mal d'années. Ce qui est différent cette fois-ci, c'est que vous avez des pays importants comme les États-Unis qui ont déjà, un peu avant justement l'ouverture de l'Assemblée générale, plaidé pour la création de 2 postes de membres permanents pour l'Afrique, sans droit de veto évidemment, donc ce qui alimente les discussions. On est à la croisée des chemins. Il faut bien remonter à mars 2022, lorsqu'il y a eu ce fameux vote pour sanctionner, ou en tout cas pour condamner l'opération spéciale de Russie en Ukraine, pour voir comment les Africains, à ce moment-là, ont effectivement marqué les esprits en votant de manière totalement différente, en 3 blocs globalement, ceux qui ont voté contre évidemment, ceux qui ont voté pour, et puis ceux qui se sont abstenus ou ne se sont même pas présentés. Ce qui rompait avec une certaine tradition de caporalisation des pays africains par les puissances occidentales, qui leur disaient quoi dire, quoi faire et quoi voter. Donc là, on a vraiment basculé dans toute autre chose, ce qui a donné aussi à l'Afrique la capacité de pouvoir se prononcer en son âme et conscience, et sans aucune pression sur les dossiers importants. C'est un nouveau cap pour le continent aujourd'hui? Oui, mais une fois qu'on a dit ça, il faut aller plus loin. Je pense qu'une fois qu'on a dépassé le cap des intentions, il faut qu'il y ait, on va dire, une fédéralisation des bonnes volontés pour pouvoir aller plus loin. On en est encore loin pour l'instant. Quelles sont aujourd'hui les priorités de l'Afrique? Alors, au-delà des aspects sécuritaires, on voit bien qu'il y a quand même des conflits résiduels ou des foyers de tension importants, le Sahel, l'Est de la RDC, le Soudan. On voit aussi des pays qui sont confrontés à des problèmes d'ordre, je dirais, interne, comme par exemple la Somalie ou d'autres foyers non négligeables. Vous avez évidemment la question liée à l'exploitation illégale des ressources. Vous avez la question liée à la santé. On a vu avec la Covid la difficulté que l'Afrique a eue à disons, s'en sortir, même s'il est vrai, le nombre de victimes était beaucoup moins important plutôt. Et on a vu aussi une prise de conscience de l'Afrique sur la manière la plus efficace de mieux coordonner cette aide-là. Et puis évidemment ce rapport, par rapport, je dirais, au bloc occidental et par rapport à des acteurs majeurs comme les BRICS, qui ont quand même le mérite de rééquilibrer d'une certaine manière le rapport de force sur le continent africain. Mais encore une fois, il faut que les Africains puissent être en capacité de se déterminer eux-mêmes. Des Africains donc unis et qui parleraient d'une voix forte commune. Qu'est-ce qui est réellement en jeu aujourd'hui ? Je pense que ce qui est en jeu, c'est d'abord la capacité de l'Afrique à pouvoir peser sur des décisions qui la concernent au premier chef. Parce que jusqu'ici, on a remarqué que l'Afrique était plutôt spectatrice de son propre destin. Et cela n'était plus du tout acceptable. Lorsque l'Afrique a fait son entrée au G20, il y a de cela un peu moins de 2 ans, certains spécialistes avaient estimé qu'en agrégeant les 54 pays du continent, on arrivait plus ou moins à la 8e puissance économique. J'ai dit, bon, très bien, on les fait entrer au niveau du G20 pour qu'ils puissent essayer de parler d'une seule et même voix. Je ne sais pas si c'est
le cas, mais une chose est certaine, c'est que l'Afrique pèse énormément dans un certain nombre de dossiers, même s'il est vrai que la capacité qu'elle a à pouvoir, je dirais, impacter et influer reste encore limitée à cause justement de rapports bilatéraux que continue à entretenir chaque pays africain à titre individuel, soit avec un bloc économique, soit avec une ancienne puissance tutélaire, soit parce qu'il y a plus d'avantages à évoluer dans un autre cadre que celui de l'Afrique proprement dite et de ces zones régionales ou sous-régionales d'intégration économique. Dans ce nouveau contexte, quelle place le continent occupe justement dans l'échiquier géopolitique mondial et économique également? Alors effectivement, sur le plan économique, on le voit, nous sommes aujourd'hui en plein dérèglement climatique, en plein réchauffement climatique, en pleine transition énergétique. Mais il y a un potentiel important et des richesses énormes qui suscite évidemment les convoitises, d'où le positionnement de certaines puissances émergentes sur le continent, et on peut le comprendre, c'est de bonne guerre, mais c'est aux Africains de savoir ce qu'ils veulent. Vous savez, il y a de cela quelques semaines a eu lieu le forum économique, enfin de coopération sino-africain. Le poids de la Chine en Afrique est très important. C'est les rapports de force qui sont en train de changer aujourd'hui. C'est les rapports de force, mais le problème, c'est qu'il faut que ce soit, je dirais, une relation gagnant-gagnant. Alors, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'investissements chinois. Je prends cet exemple précis parce qu'il est très marquant. Mais il appartient que les Africains puissent rééquilibrer ce rapport d'une certaine manière en leur faveur. Je précise par exemple qu'en RDC, lorsqu'il y a eu la signature des contrats chinois, il a fallu des années pour se rendre compte que ce n'était pas tout à fait équilibré et il a fallu la volonté des autorités locales pour pouvoir rééquilibrer les choses. Il faudrait qu'au niveau continental, nous ayons cette même démarche. Au lendemain de la dernière rencontre de Dakar en 2021, la Chine a élaboré un plan, sa vision stratégique pour sa collaboration avec l'Afrique. Elle l'a fait avec l'aide de certains pays africains, mais dans le même temps, l'Afrique ne s'est pas dotée d'un outil identique pour pouvoir redéfinir ces relations. Donc il faut qu'il y ait plus de volonté pour aller dans la même direction et ça permettra à l'Afrique de peser beaucoup plus sur la scène internationale. Justement, en marge de la 79e Assemblée générale de l'ONU, il y a le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, qui a appelé à renforcer les initiatives africaines. Il a également appelé à prendre en main le destin de l'Afrique, proposer, trouver des solutions africaines aux problèmes africains, donc des solutions qui nous concernent, qui soient adaptées à nos besoins. Oui, absolument. Et je précise d'ailleurs qu'à cette même occasion, le chef de la diplomatie marocaine a réuni les pays du Sahel pour l'initiative atlantique, parce qu'il y a des pays qui sont malheureusement enclavés, il faut bien le dire. Oui, encore une fois, il faut qu'il y ait cette convergence de vues, mais on en est encore loin. Si vous prenez le cas de la CEDEAO, par exemple, vous avez des pays qui ont décidé de se retirer de manière unilatérale, ce qui incite d'ailleurs ce bloc à pouvoir ramener dans son giron certains pays. Je dirais que la grande difficulté véritablement, ce sont à la fois les enjeux, mais aussi les intérêts des uns et des autres. Alors, qu'il y ait des divergences n'est pas en soi un problème. Mais il faut garder cette vision commune. Je pense qu'il faut qu'il y ait cette vision commune, cette maison commune. C'est la manière la plus efficace de pouvoir s'en sortir. Je précise par ailleurs que le moment venu, si jamais cette réforme voit le jour et qu'il y a ces fameux 2 postes qui sont créés, parce qu'à l'heure actuelle, sur les 10 membres non permanents, vous en avez 3 qui viennent de l'Afrique, ça ne change pas, c'est un quota qui est toujours respecté, mais avec 2 membres supplémentaires, dans cette hypothèse, il faudra se les choisir. Et justement, avec ces 2 membres supplémentaires, quel rôle va jouer l'Afrique au sein de ce Conseil de sécurité? Qu'est-ce qui va changer Si réellement? cette présence se fait sans droit de veto, je crains que ces 2 pays ne fassent tapisserie. Donc, ils seront là comme des pots de fleurs sympathiques qu'on observe, etc. Il faut qu'il y ait une vraie capacité d'action de la part des pays africains. C'est vrai que dans le contexte actuel, avec 2 catégories de membres, les permanents, on les connaît, les 5 avec droit de veto, vous en avez 10 qui sont non permanents, mais qui ont, disons, qui sont sujets aux critères de rotation, puisque tous les 2 ans, on les renouvelle, mais en élargissant le Conseil de sécurité à d'autres membres permanents, parce que ici, on ne sait pas trop bien s'il y en a d'autres qui viendront d'autres zones géographiques. Si l'Afrique doit y siéger, il ne faudra pas que ça se fasse au rabais. Et donc, je pense que ce plaidoyer doit être porté, parce que autrement,
Cela ne servirait à rien depuis 1945 et surtout depuis 1960, lorsque la plupart des États africains ont accédé à leur indépendance. La plupart des grandes décisions qui engageaient leur avenir et leur destin se sont faites sans les pays africains. Il faut que les choses changent. Il faut qu'il y ait ce droit de veto. Je pense que ce serait une bonne chose, mais je crains aussi qu'il y ait d'autres considérations. Je rappelle que sur les 5 membres permanents actuels, vous en avez 2 qui appartiennent aux BRICS, la Chine et la Russie. Vous en avez 3 qui appartiennent à l'OTAN. En extrapolant, vous avez la France qui représente l'Union européenne, etc. Donc, on risque d'avoir des logiques de bloc et d'affrontement, et ça risque peut-être de marginaliser d'une certaine manière l'Afrique si jamais il y a des dossiers sur lesquels il faudra trancher. D'où cet appel à une meilleure représentation, donc justement au Conseil de sécurité. Est-ce qu'un cadre de coopération renforcée passe par un meilleur financement des opérations de paix sous justement conduite africaine? Alors, on ne va pas se mentir, on ne se bouscule pas à l'heure actuelle pour participer à des opérations de maintien de la paix. Il y a très peu de pays africains qui, disons, prennent l'initiative. Vous avez certains qui sont proactifs, comme le Kenya, par exemple, en Haïti. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel, hein, de voir comme ça un pays africain qui n'opère pas forcément sous mandat onusien prendre ses responsabilités. Vous en avez d'autres qui ont malheureusement un statut ambigu, hein, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Vous avez un pays qui est très impliqué à l'est de la RDC, je pense au Rwanda, hein, qui a carrément envahi la RDC, mais qui participe aux opérations de maintien de la paix en Centrafrique, mais aussi dans le Cabo Delgado, au Mozambique. Et donc, il faut que ces pays soient motivés à l'idée de participer à ce type d'opération. Mais la question qui se pose, évidemment, c'est quelle est la capacité contributive de ces pays-là? Est-ce que cela leur donne le droit, par exemple, de violer la lettre et l'esprit de la Charte des Nations Unies dans certaines circonstances? Il faut véritablement que les Africains puissent, à ce niveau-là, bien réfléchir sur la manière la plus efficace de coordonner leur action au niveau international. Des actions donc coordonnées au niveau international. Vous en avez parlé en début de cet entretien. Il y a ce défi climatique, en tout cas qui guette aujourd'hui l'Afrique. Au-dessus de cela, il y a également la dette qui est un véritable défi, donc une problématique africaine. Où en est-on par rapport à cette dette africaine? Comment renforcer la résilience très rapidement pour conclure des pays africains, justement, une résilience économique pour s'affranchir de cette dette? Alors, le poids de la dette, évidemment, est conséquent, important. Et on a vu, il y a de cela quelques années, une dizaine d'années, par exemple, arriver dans le paysage financier international des instances qui avaient pour vocation de rééquilibrer un tant soit peu les choses pour donner aux pays africains une capacité de résilience par rapport à leurs problèmes économiques. On pense aux BRICS, bien évidemment, il y a d'autres mécanismes qui permettaient d'alléger un tant soit peu, mais encore une fois, cela ne suffit pas, parce que dans le même temps, vous avez d'autres problèmes qui se posent avec acuité, le réchauffement climatique, la persistance des crises, vous avez les déplacements massifs de population, et puis surtout, vous avez cette petite guéguerre que se livrent certaines puissances traditionnelles et émergentes sur le continent, ce qui réduit parfois les pays africains, et je le déplore à titre personnel, à des variables d'ajustement. Ça veut dire qu'à un moment donné, les pays africains sont utilisés pour rééquilibrer un rapport de force qui n'est peut-être pas favorable à un camp ou à un autre. Prendre donc en main le destin de l'Afrique. On terminera sur cette note. Merci à vous, Monsieur Henri-Désiré Nzouzi. Je rappelle que vous êtes analyste géopolitique et producteur du JT diplomatique. C'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci, c'est un plaisir partagé. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. Restez avec nous et nous, on se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne soirée.